Mesdames et messieurs, la Cour. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Je déclare l'audience ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Vous venez d'assister à la diffusion du documentaire à l'origine de ce procès. Les accusations présentées dans ce documentaire ayant été jugées suffisamment significatives pour être retenues par la Cour, nous ouvrons ce jour du 18 septembre 2084 le dossier D18/09/2084 qui accuse les protagonistes de l'organisation secrète Crisis Veto. 3 chefs d'accusation ont été retenus par la Cour. Premier chef d'accusation, manipulation à grande échelle de la population. Deuxième chef d'accusation, tromperie sur les objectifs liés à la santé planétaire. Et le dernier, mais non des moindres, troisième chef d'accusation, mise en danger de la planète, entraînant la responsabilité dans les conséquences du dérèglement climatique. L'avocat général sera M. Demossia. Les membres de l'organisation Crisis Veto seront représentés par Maître Scoli. Et vous, les jurés, constitués du public, ici présents, vous êtes nombreux, vous devrez vous prononcer à l'issue de cette audience, à la main levée et à la majorité, sur la culpabilité ou non des accusés au regard de ces 3 chefs d'accusation. La Cour sera assistée par Madame Aletheia. Madame Aletheia, assesseur donc. Oui, et il y a également Monsieur Thomas Huchon. Ah oui, j'allais le dire. Monsieur Huchon a été convoqué par la Cour. Merci d'être présent. Monsieur Huchon, journaliste, professeur à Sciences Po, écrivain, conférencier, spécialiste de la lutte contre les fake news, sera notre expert pour ce qui est de l'interprétation des faits et affirmations contenus dans le documentaire, ainsi que tout au long de cette audience. Nous pouvons commencer ? Absolument. Maître Scoli, c'est à vous. Merci madame. Monsieur le Président, l'avocat général, Monsieur Demossia... Souno Demossia. Souno Demossia, veuillez m'excuser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, oui, la planète est aujourd'hui dans un état absolument dramatique. Oui, il y a des responsables dont certains sont très certainement présents, ici même, dans cette salle. Et non, mes clients ne sont pas coupables. Mes clients sont des scientifiques dont la rigueur n'a d'égal que la détermination à vouloir rendre notre monde meilleur. Crisis Veto n'existe pas. Et nous allons vous le prouver, simplement en vous exposant les travaux de recherche de mes clients. Merci. Merci, maître. Monsieur l'avocat général, la parole est à vous. Merci, madame. Monsieur le Président, Maître Scoli, Mesdames et Messieurs, le reportage que vous venez de visionner n'est pas une fantaisie, ni une œuvre de fiction, comme l'avocate de la défense tente et va encore tenter, pendant cette audience, de vous le faire croire. Nous venons d'assister à un cri d'alarme, une dénonciation fiable et documentée d'un système qui a corrompu nos élites scientifiques
et mis en péril notre santé planétaire. Les responsables ont non seulement fait avaler un produit à nos concitoyens, mais ont aussi créé un rayonnement à grande échelle, afin de manipuler les étudiants dans un premier temps, puis l'ensemble de la population. L'ampleur de ce scandale, mesdames et messieurs, est tout à fait inouïe. Ce produit a été conçu ici même, sous nos pieds. Les preuves sont flagrantes. Et les manigances aussi, par exemple. Parlons de ces autorisations compassionnelles accordées au docteur professeur Cano. Autorisation compassionnelle. Compassionnelle, un bien bel euphémisme. Pour désigner quoi? Je vous le demande. Des dérogations obtenues en toute opacité. Et pour qui? Je vous le demande. Pour les mêmes, toujours les mêmes, les amis des grandes sociétés pharmaceutiques. Pour Big Pharma. Toujours les mêmes. Ces géants qui se gavent, oui, Monsieur le Président, je pèse mes mots, qui se gavent littéralement sur le dos des contribuables. Ils ont mis en place une société, une organisation bien rodée, dans laquelle des scientifiques, soi-disant indépendants, magouillent ensemble pour leur propre profit. Que la Cour et le jury se préparent à entendre les plus belles histoires de contes de fées scientifiques qui ne sont que des voiles, recouvrant pudiquement une vérité bien plus sombre. Maître, par qui commençons-nous? La vérité ne demande qu'à éclater, nous avons hâte d'entendre vos coupables. Oh. Oups, Oh. pardon, vos témoins. Silence, s'il vous plaît. Je rappelle que les jurés pourront poser leurs questions tout au long de cette audience lorsque la Cour l'autorisera. Maître Scully, amenez votre premier témoin à la barre, s'il vous plaît. Oui, la Cour appelle le professeur Cano. Allez-y, professeur Cano, installez-vous. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Professeur Cano, pourriez-vous commencer par une présentation de vos travaux afin de permettre à la Cour et au jury ici présents d'en avoir une meilleure compréhension? Une présentation. Enfin, le professeur Cano n'est pas venu ici, je crois, faire la publicité de ses travaux. Monsieur le Président, payons il déjà la est facture. essentiel d'avoir cette S'il vous présentation plaît. afin d'exposer les faits réels et concrets des travaux de mes clients, sans quoi la suite ne pourra être comprise correctement. Exactement. Soit. Nous pouvons lui demander de faire ça en moins de 10 minutes. Oui, vous avez 8 minutes maximum. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, j'ai plus l'habitude d'être devant des étudiants que devant une cour d'assises, mais je vais vous expliquer ce que je fais. Donc moi, je suis médecin à l'hôpital Necker-Enfants Malades, rattaché à une unité INSERM à Necker, et également je suis professeur à l'université Paris-Cité. Je suis néphrologue de formation, comme vous l'avez entendu, néphrologue adulte, et je m'intéresse en particulier à la recherche et à cette protéine PIK3CA dont vous avez clairement énoncé le rôle au cours du reportage. Il active les cellules, il contrôle les cellules. Ma recherche s'est tournée autour de la compréhension de cette protéine PIK3CA, comment elle peut être activée dans les cellules, et il se trouve que je prends en charge des patients qui portent des anomalies génétiques liée à cette protéine PIK3CA qui, lorsqu'elle est trop activée, induit la prolifération des cellules en excès, leur multiplication et leur grossissement en excès. Ces patients ont des anomalies génétiques localisées qui surviennent au cours du développement embryonnaire, pour une raison que l'on ignore, et lorsque cette mutation s'exprime, elle induit des tuméfactions, des tumeurs bénignes, comme vous pouvez le voir ici chez cette petite fille, et ces tumeurs bénignes, qui certes ne sont pas des cancers, s'accompagnent de symptômes graves, douleurs, fatigue, saignements, compression d'organes, et peut engager dans un certain nombre de cas le pronostic vital de ces malades. En 2014, j'ai eu une rencontre avec un patient qui avait une maladie rénale et qui était porteur de cette anomalie PIK3CA. Et cette rencontre a changé ma vie. Ce garçon âgé d'une vingtaine d'années avait un pronostic vital engagé, aucune ressource thérapeutique. Et j'avais une petite équipe de recherche à l'époque, au sein de l'Institut Necker-Enfants Malades, et nous avons décidé, touchés par cette histoire, de réorienter notre recherche autour de cette pathologie, essayer de pouvoir apporter un bénéfice pour ce malade. Nous avons créé un modèle préclinique, un modèle de souris qui récapitule la même maladie qu'avait ce malade. Nous avons essayé de comprendre comment les malformations se développaient, comment elles pouvaient croître, et nous avons identifié un traitement qui était en cours de développement pour une autre maladie, le cancer du sein. Et en faisant ce que l'on appelle du repositionnement thérapeutique, c'est-à-dire un traitement qui était développé dans une autre indication pour cette nouvelle indication, on a pu montrer que chez l'animal, cela fonctionnait bien. Et en passant, grâce à des autorisations spéciales, des dérogations, mais qui font partie d'un cadre juridique bien précis, légal, l'Agence du médicament, l'ANSM, nous a donné l'autorisation de traiter un premier patient, ce patient adulte,
avec une efficacité remarquable, puisque après presque 10 ans de traitement, il est toujours en vie, avec une amélioration nette de ses symptômes. Fort de ces résultats, nous avons ensuite demandé à pouvoir traiter d'autres patients qui souffraient de ces pathologies, souffraient de cette condition sévère, et nous avons traité 19 patients, adultes et enfants, dont vous avez quelques exemples ici, après quelques mois de traitement. Ces patients reçoivent simplement un comprimé, dont on a entendu le nom tout à l'heure. Cette molécule est relativement bien tolérée et s'accompagne d'une réduction massive des masses et une amélioration de l'ensemble des symptômes des patients. Fort de cela, on a réussi à créer un essai clinique pour démontrer l'efficacité du traitement, et cet essai clinique a ensuite été validé par les autorités de santé américaines, puisque nous avons eu des inspecteurs de l'agence du médicament américaine venus sur site à Necker durant 15 jours pour vérifier la véracité, l'authenticité des données, l'absence de surestimation de l'efficacité ou de sous-estimation des effets secondaires, ce qui a permis une mise sur le marché aux États-Unis de ce traitement. Donc non, ce travail n'est pas le fruit d'une imagination, pas pour but de contrôler une population, mais bel et bien d'améliorer et d'apporter du confort à une petite population qui est atteinte de cette pathologie extrêmement rare et sévère. Merci beaucoup, Merci, professeur. professeur. C'est effectivement plus clair. La parole est à monsieur l'avocat général. Cher professeur Cano, je suppose que pour la plupart des gens, le simple fait d'avoir sauvé des vies est un accomplissement majeur, presque héroïque. Mais voyez-vous, en ce qui me concerne, pour ma part, moi j'ai toujours eu une vision plus globale des choses, une perspective plus holistique. Là où d'autres se laissent éblouir par l'arbre, moi je contemple toute la forêt. Et croyez-moi, ce que j'y vois dépasse de loin vos petites victoires. Cette fameuse protéine-là, que vous prétendez avoir découverte, PIK3CA, ai-je besoin de l'épeler? Je vais quand même le faire. PIK3CA. Un heureux hasard. Et vous le savez aussi bien que moi. Parlons maintenant de ces autorisations compassionnelles que vous défendez avec tant de ferveur. Autorisations compassionnelles, vraiment. Parce qu'à mes yeux, ce n'est qu'un artifice habile, une mise en scène destinée à permettre à vos partenaires, disons plutôt, disons-le, vos alliés stratégiques de Big Pharma, de mettre sur le marché un produit qui n'aurait jamais passé le moindre examen rigoureux et sérieux digne de ce nom. Mais évidemment, le tout enveloppé dans un joli emballage émotionnel pour attendrir l'opinion publique. Vous voyez, cher professeur, c'est là toute la différence entre ceux qui observent simplement le spectacle et ceux qui savent lire entre les lignes, ceux qui savent lire les coulisses. Alors, pour répondre à Je vous en prie. vos accusations graves et fallacieuses, tout d'abord, nous n'avons pas découvert PIK3CA. PIK3CA a été découvert en 2012 par une équipe américaine et nous avons identifié un traitement qui permet d'améliorer. Les faits sont têtus. La deuxième chose, les autorisations compassionnelles dont vous parlez sont exceptionnelles, sont une fierté de la France, nous sommes un des rares pays à pouvoir utiliser cela. Cette autorisation compassionnelle permet à des patients qui n'ont pas accès à des traitements, en raison de la rareté de leur maladie, d'avoir accès au cours d'un cadre juridique très particulier, qui est extrêmement complexe et qui est structuré, d'avoir accès à des molécules, à des traitements en cours de développement ou approuvés dans d'autres indications. Si cet accès compassionnel n'existait pas, les patients ne pourraient pas recevoir ce genre de traitement, puisqu'étant atteints d'une pathologie rare, ils n'intéressent pas les industriels de la pharmacie, qui du coup ne développent pas des traitements spécifiques pour ces pathologies. Il est donc indispensable d'avoir accès à ce genre d'accès compassionnel pour pouvoir traiter des patients atteints de pathologies rares. Et cette situation permet maintenant de servir d'exemple, puisque de nombreux pays suivent ce que l'on a fait pour repositionner des traitements comme nous l'avons fait dans d'autres indications, en utilisant le même cadre juridique et en essayant de l'expandre. Le dernier point, c'est que cet accès compassionnel est gratuit. Il permet de mettre à disposition gratuitement la molécule. Le laboratoire ne touche pas d'argent dessus. Donc non, cette molécule n'a pas pour but ni d'enrichir le laboratoire, ni de m'enrichir. Merci. Merci pour cette belle réponse. Maître Scoli, la parole est à vous. Merci, professeur Cano, pour cette admirable présentation. Professeur Cano, pourriez-vous nous indiquer quels domaines concrets ont été développés grâce à vos travaux de recherche
et surtout préciser quel a été leur impact réel au-delà des accusations infondées. Tout à fait. Alors, si on s'intéresse tout d'abord aux anomalies PIK3CA, syndrome de Cloves et les syndromes apparentés, ce traitement a permis d'améliorer la qualité de vie, la quantité de vie de ces patients, a permis à des enfants de retourner à l'école et à des adultes de pouvoir retourner au travail pour un certain nombre d'entre eux, a permis de réduire le nombre d'actes chirurgicaux, d'actes de radiologie et finalement de baisser le coût pour la société. Ces travaux ont ensuite permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour réaliser des essais cliniques sur les maladies rares, comme nous l'avons vu. En utilisant cet accès compassionnel, on peut s'affranchir des essais cliniques classiques randomisés. Vous avez un groupe qui prend un traitement placebo, l'autre qui reçoit le vrai traitement, et pour lesquels il faut des années avant de pouvoir évaluer l'efficacité. Là, sur une petite population de 500 000 patients dans le monde, il est impossible de réagir comme cela. Et troisièmement, on s'est rendu compte que cette protéine PIK3CA était impliquée dans d'autres maladies. Et donc, par le biais de ce travail-là, on arrive à utiliser cette molécule dans d'autres indications maintenant pour élargir un peu son spectre d'indications. Merci. Merci, professeur Cano. Je n'ai pas d'autres questions, si ce n'est que, en d'autres termes, vous œuvrez pour des humains en bonne santé. Allons bon. Je croyais l'affaire limpide, mais je m'aperçois que la situation semble bien plus complexe que je l'imaginais. Voilà qui mérite peut-être réflexion. Vous trouvez ça complexe? Mais croyez-moi, cher président, ce que vous percevez là n'est qu'une première volute, une légère brume avant la véritable et fuligineuse opacité. Le vrai brouillard, celui qui engloutit, qui inonde toute certitude, à mon avis, n'a pas encore recouvert nos esprits. Je crains d'ailleurs en vérité que nous n'en soyons qu'au tout début, et que ce que vous croyez complexe aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de l'épaisseur à venir. La Cour appelle le professeur Tonazzo. Professeur Tonazzo, je vous en prie. Merci d'être là également. Professeur Tonazzo, nous allons tout simplement commencer par votre présentation afin que les jurys puissent avoir un exposé de vos travaux. Oui, de 8 minutes maximum, hein, s'il vous plaît, pour être parfaitement équitable. Oui, et des questions dans le jury pourront être entendues ensuite. Merci, maître. Mesdames et messieurs du jury et de la Cour, je suis Alessandra Tonazzo, je suis professeure à l'UFR de physique et chercheuse au laboratoire d'astroparticules et cosmologie, le laboratoire APC, où mon sujet de recherche porte sur l'étude des particules élémentaires. Donc, nous, pour étudier les particules élémentaires, c'est-à-dire les constituants ultimes de toute la matière de l'univers, c'est comme si on voulait prendre un Lego et le démonter pour comprendre les propriétés de ces briques, mais aussi pour comprendre comment ces briques peuvent tenir ensemble, c'est-à-dire interagir entre eux. Alors, les particules élémentaires, il y en a plusieurs types. Il y en a certaines qui sont bien connues et d'autres beaucoup moins. Nous, pour les étudier, on essaye de les attraper et on fait ça avec des instruments qu'on appelle des détecteurs de particules. Ces détecteurs nous produisent un signal que nous pouvons analyser, par exemple un signal de lumière ou bien un courant électrique, qu'ensuite avec nos ordinateurs peut être analysé et interprété. Et quand on arrive ainsi à attraper les particules, on apprend beaucoup non seulement sur leurs propriétés, mais également sur leurs sources et surtout ce que ces particules ont traversé. Alors là, je vais vous porter deux exemples. Le premier, vous en avez entendu parler un peu dans la vidéo, les muons. Les muons sont des particules élémentaires qui sont bien connues depuis longtemps. Elles ont été étudiées il y a à peu près un siècle déjà par Victor Hess, entre autres au sommet de la Tour Eiffel. Les muons sont simplement comme des électrons, mais juste un petit peu plus lourds. Et les muons ont aussi cette propriété qui est d'interagir facilement avec la matière. Et ils aiment bien interagir. Et donc, pour nous, c'est assez facile de les faire interagir avec nos détecteurs pour les mesurer. Et vous voyez ici sur cette photo un exemple des détecteurs qu'on utilise pour les muons. Chacun des plans de ces détecteurs est constitué de barres scintillantes qui donc produisent un signal de lumière qui nous permettent de compter combien de muons on reçoit et aussi de savoir d'où ils venaient.
Alors, les muons sont principalement produits dans les rayons cosmiques. Si je mets ma main comme ça, chaque seconde, il y a quelques muons qui la traversent. Comme ils aiment bien interagir, les muons peuvent également être arrêtés par ce qu'ils traversent. Et donc, par exemple, s'ils sont passés à travers un objet assez gros comme une montagne ou un immeuble, une partie de ces muons sont arrêtés. Et donc, si je place mon détecteur après et je compte combien il y en a qui sont arrivés, je peux avoir une information sur combien de matière il y avait dans mon objet et donc des informations sur sa structure, même à l'intérieur. Alors nous, on fait ce type d'études, par exemple, avec les volcans, pour savoir si à l'intérieur, il y a du magma ou des cavités remplies de gaz, et pour voir si éventuellement elles évoluent au fil du temps. Et c'est là pour nous permettre de prévoir s'il y aura des éruptions ou des explosions. Et ces études sont menées notamment en collaboration avec l'Institut de physique du globe de Paris, l'IPGP, qui fait également partie de notre université. Deuxième exemple, c'est celui d'un autre type de particules qu'on appelle les neutrinos et qui sont beaucoup moins connus. Et les neutrinos, on les appelle aussi les particules fantômes parce qu'elles n'aiment pas beaucoup interagir. Au point que le physicien Wolfgang Pauli, quand en 1930 il a fait l'hypothèse de l'existence des neutrinos, il a dit j'ai fait une chose horrible, j'ai prédit l'existence d'une particule qui ne pourra jamais être observée. Et bien, heureusement, il avait tort. Et avec nos détecteurs, on arrive quand même à attraper quelques neutrinos pour pouvoir les étudier. Alors, les neutrinos, ils sont produits par beaucoup de sources, le Soleil, les étoiles, la Terre, même notre corps. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, encore une fois, si je mets ma main comme ça, chaque seconde, il y en a 1000 milliards qui passent. Et donc, cela vous donne une idée de à quel point c'est difficile de les attraper. Donc, pour réussir à les attraper, on a besoin de construire des détecteurs vraiment énormes, comme celui que vous voyez sur la photo, qui sera rempli d'argon liquide. On peut faire encore plus grand et les remplir avec quelque chose de moins coûteux, donc notamment de l'eau. Et si nos cuves ne suffisent pas, on utilise même une partie de la mer Méditerranée équipée de détecteurs pour arriver à attraper les neutrinos. Alors, en plus d'être difficile à attraper, les neutrinos ont une propriété intéressante. Vous voyez là-haut qu'il y en a 3. Eh bien, si on a à un moment un neutrino d'un de ces 3 types et qu'on place notre détecteur un peu plus loin, on voit des neutrinos d'un autre type. C'est ce qu'on appelle le phénomène des oscillations. Alors, on s'intéresse beaucoup à l'étude de ces oscillations en soi, mais aussi parce que la matière peut avoir un impact sur ces phénomènes d'oscillation. Et comme les neutrinos n'interagissent pas beaucoup, ils peuvent traverser beaucoup de matière. Ils peuvent même traverser toute la Terre avant d'arriver à notre détecteur. Et la façon dont les oscillations sont influencées par la matière à l'intérieur de la Terre nous permet d'étudier les parties les plus internes de notre planète et nous permet par exemple d'étudier la composition du cœur de la Terre. Donc au final, nos particules nous permettent de mieux comprendre notre planète. Merci, je crois que j'ai terminé dans les temps. Merci. Merci, professeur. Pour nous, c'était très clair. Ce qui est frappant, c'est quand même à quel point personne ici ne semble avoir réellement intégré les révélations majeures de ce reportage. Des révélations pourtant édifiantes qui auraient dû faire date. Enfin, il est tout à fait navrant et consternant de constater que ces éléments essentiels, qui auraient pu orienter la réflexion et nourrir le débat et alimenter la connaissance, ont été purement et simplement ignorés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Qu'est-ce que je disais ? Silence. Voilà qui mérite en effet une réflexion approfondie. Y a-t-il une question parmi les jurés ? Oui, une question là-bas. Qu'on amène un micro, s'il vous plaît. Ah, c'est vous qui amenez le micro aussi ? Ah oui, multitâche. Professeur Tonazzo, vous dites que les muons sont des particules élémentaires. Ça veut dire qu'elles n'ont absolument aucune influence sur le cerveau? Parce que le reportage, lui, disait l'inverse. Ah bah voilà une excellente question. Silence.
Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les muons aiment bien interagir avec la matière et donc ils peuvent interagir avec les tissus du corps humain. Et d'ailleurs, ça se passe en permanence tout le temps parce que nous sommes exposés aux muons des rayons cosmiques, mais aux doses et aux fréquences naturelles, cela n'a aucun impact sur notre organisme. Les pilotes d'avion, par exemple, ils sont un peu plus exposés parce qu'ils sont moins protégés par l'atmosphère et à des doses beaucoup plus importantes, le rayonnement des muons pourrait avoir des effets sanitaires, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune connaissance, aucune technologie qui permettrait de les utiliser pour manipuler quoi que ce soit. Ce serait purement de la science-fiction. Et voilà une excellente réponse. Tout à fait. Professeur Tonazzo, vous n'arrêtez pas de nous parler de détecteurs que vous recevez, analysez, alors que le reportage, lui, parle de production et de rayonnement. Alors vous allez peut-être nous dire que vous ne faites que détecter, analyser, recevoir, et que même, il n'est pas possible de produire un rayonnement de muons et de neutrinos, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Ah ben voilà! Eh bien, ce détecteur que vous voyez ici va être installé par une collaboration internationale de 1500 scientifiques dans une mine aux États-Unis, dans le South Dakota, et il va étudier les oscillations de neutrinos qui viennent de 1300 km de distance et qui ont été produits près de Chicago par nos accélérateurs. Donc, on produit ces neutrinos pour les étudier, mais comme je vous l'ai dit, les neutrinos n'interagissent pas ou presque pas, donc je ne vois pas comment on pourrait les utiliser pour manipuler quelque chose. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il est temps de donner la parole à Monsieur Thomas Huchon. Ah oui, j'allais justement le proposer. Monsieur Huchon, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler des preuves étayées durant le documentaire sur les activités des professeurs Cano et Tonazzo? Oui, bien entendu. Ben, déjà, je voudrais vous dire que j'ai un... Vous pouvez... me lever. J'ai effectivement... bonjour à tous. Un petit problème avec le documentaire. J'aurais presque envie de dire qu'il s'agit d'un documenteur. Pourquoi? Bien, quand on est comme moi un spécialiste de la lutte contre la désinformation, on apprend à repérer non pas les preuves, mais la recette de cuisine. En réalité, les fake news, les théories du complot, les mensonges fonctionnent tous un petit peu de la même manière. Ils sont tous constitués à la fois d'un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut respecter un certain nombre de proportions. À la fin, on secoue et comme par magie, on obtient ce résultat tant attendu. J'ai un problème avec l'inversion accusatoire permanente qui est proposée par ce documentaire. À aucun moment, il n'y a le moindre élément de preuve, il n'y a que des évocations. C'est ennuyeux, mais surtout, ce qui est ennuyeux, c'est qu'à aucun moment, en réalité, ce film ne nous permet de nous faire notre propre opinion sur les choses. À aucun moment, ce film ne nous permet en réalité d'exercer notre intelligence, à supposer qu'en 2084, il nous en reste encore un peu. L'intelligence, c'est pas tant le fait d'être intelligent, c'est d'être en capacité d'exprimer son libre arbitre et donc pour chacun de se faire sa propre opinion sur les choses. Pour cela, il faudrait peut-être disposer devant nous une table sur laquelle nous mettrions ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord. On appelle ça les faits. Eh bien, les faits sont têtus et effectivement, dans ce documentaire, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup d'opinions déguisées sous la forme des faits. En réalité, ce procédé-là, il a un nom. Il a un nom qui est connu de ceux qui luttent contre ces phénomènes. Ça s'appelle un millefeuille argumentatif. C'est comme un millefeuille. Vous savez, ce gâteau, il est si bon. Il y a plein de choses différentes. On ne sait plus très bien ce qu'il y a. Quand on commence à plonger la cuillère à l'intérieur, c'est croquant, c'est crémeux, il y a de la poudre, c'est absolument dingue. Et en réalité, une théorie du complot, ça fonctionne comme un millefeuille argumentatif. On va mettre les uns derrière les autres tout un tas d'éléments qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, qui sont parfois même contraires, peut-être même contradictoires. Mais cette accumulation, dans un temps très rapide, avec de la musique qui fait peur et un ton martial, eh bien, ça crée une illusion de vérité, comme s'il n'y avait pas
de possibilités qu'il y ait de la fumée sans qu'il n'y ait en réalité un feu caché. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de talent dans la production de ce documentaire, mais qu'il vaudrait mieux imaginer les fabricants de tout cela à Hollywood que dans les bureaux de l'AFP ou du journal Le Monde. J'en ai fini pour l'instant. Merci, monsieur Huchon. S'il vous plaît. Je veux bien admettre que M. Huchon est un expert dans son domaine, un grand expert, avec toute la courtoisie que Bon, je ne lui fais qu'un mètre 79. et moi 1m77. Permettez. Donc, continuons. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la Cour. Merci beaucoup d'avoir eu la sagesse de faire appel à ces lumières. Cela dit, on peut toujours évoquer, je sais de quoi vous parlez, le biais de confirmation, ou des interprétations divergentes. Après tout, chacun voit ce qu'il veut voir. Chacun entend ce qu'il veut bien entendre. Chacun dit ce qu'il veut bien dire. Chacun sent ce qu'il veut bien écouter. Hein ? Mais ce qui est indéniable dans cette histoire, dans cette affaire, c'est que les documents sont là, écrits noir sur blanc, aussi clairs qu'incontestables, sous vos yeux, que ce soit sur ces fameuses autorisations compassionnelles, que sur l'ensemble des pièces exposées devant vous. La vérité ne se parie pas. La vérité n'est pas un jeu. Monsieur le Président, On ne négocie pas la Monsieur le vérité. Président, s'il vous plaît, Monsieur S'il le vous plaît. Président. J'ai l'impression que Monsieur Demossia, Souno Demossia, ça fait 2 fois, voulez-vous que je Souno le trisse ? Demossia, semble très attaché à la vérité, mais je constate que c'est surtout sa vérité qu'il chérit tant. Objection, votre honneur. Objection accordée. Enfin, chers collègues, on n'est pas aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai, pardon. Refusé. Refusé. Oh, alors, la Cour appelle Madame Caussade et Monsieur Barrière à la barre. 2 d'un coup, rien que ça. Ils ont bien été accusés conjointement, je vous en Soit. prie. Allez-y. Allons-y. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci silence. à vous deux, ne vous laissez pas Merci. impressionner. Vous avez 8 minutes maximum, s'il vous plaît. Vous êtes pressé. L'heure tourne. Greffière, veuillez noter que l'assesseur est insistante sur le temps imparti aux témoins. Mais greffière, où est la greffière? Greffière. Et pourquoi pas greffier? Ah oui, pardon, greffier. Où est le greffier? C'est moi. Ah donc vous faites aussi greffier, greffière. Eh oui. Ah bah, comme dans toutes les institutions, hein, et même le monde du spectacle, les réductions budgétaires sont monnaie courante. On est multitâches. 8 minutes Allez-y. maximum. Je vous en prie, nous vous écoutons. Merci beaucoup, maître. Merci. Bonjour, je suis Thierry Barrière, professeur agrégé d'éducation physique et sportive et directeur du SUAPS de l'Université Paris-Cité. Alors, commençons par la présentation de notre service. Il est composé de 18 enseignants titulaires, d'une trentaine de vacataires et de 3 administratifs. Dont je fais partie. Bonjour, moi c'est Jeanne Caussade-Robin, je suis professeure de PS donc, et spécialiste fitness et danse latine. En fitness, je fais step, renforcement musculaire et étirement. Et en danse latine, salsa, bachata, kizomba. Alors, le nombre de cours hebdomadaires est de 270 sur 60 activités différentes. Vous voyez ce qu'on peut proposer, c'est-à-dire que nous proposons une offre soit en formation qualifiante, à travers nos yeux, soit en formation personnelle, à travers l'offre gigantesque des APSA. Tout à fait. Alors justement, je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, il faut bien dissocier l'UE de l'APSA. L'UE, c'est ce qui est noté pour les étudiants. Donc en fait, ils viennent à l'université, 69 000 étudiants. Et on en a environ 7 000 dans nos installations, donc on est quand même très fiers d'en avoir une bonne partie, sachant qu'il y a 66% de filles à l'université et nous, dans le service des sports, on en a 66% aussi, donc on est assez contents de cette répartition. Et donc, il y a une différence entre les UE et les APSA, c'était pour que vous compreniez bien ça. Les UE, c'est quand ils sont notés pour pouvoir avoir leur licence ou leur master. Je ne dis pas que c'est grâce au sport qu'ils ont ça, mais quand même, ça y contribue. Et autrement, ils peuvent venir pour le loisir, comme on a beaucoup de personnel, dont ceux qui est là avec nous aussi aujourd'hui. D'ailleurs, je me rappelle d'un jeune Sylvain qui venait à nos cours à la fois de salsa, à la fois de badminton. Il était très assidu. Tu t'en rappelles? Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons aussi développé un axe sport-santé à travers une application d'évaluation de la condition physique, tous en forme. Alors, des tests d'endurance, des tests de souplesse,
des tests musculaires et des tests d'équilibre. Tout ceci afin de dresser un bilan, un état de sa condition physique. Voilà, donc vous les avez un petit peu qui sont représentés. Donc en fait, quand l'étudiant arrive pour la première fois à l'université, on essaye de beaucoup le faire au niveau de l'université dans les semaines d'intégration des primo-rentrants. Ils font ce test et là, selon le test où ils ont réussi, par exemple, vous voyez, bon pas là tout de suite, mais où ils vont faire un test sur le STEP, de savoir s'ils ont une bonne endurance. Si les résultats que vous voyez aussi dans les différentes couleurs, jaune, rouge, vert, s'ils sont dans les couleurs plutôt bleu, verte, ça veut dire qu'ils ont une bonne résistance et que là, ils ont une bonne endurance. Et s'ils sont plus dans le rouge, le jaune, c'est que là, à ce moment-là, ils sont un peu en déficit et on leur dit, ben, viens au STEP, par exemple, travailler ton endurance. Si c'est plus dans les groupes musculaires, les abdominaux, les fessiers, les quadriceps, on leur dit, viens au renforcement musculaire. Si c'est plus au niveau de la souplesse que ça pêche, parce que les tests leur donnent tout ça, viens aux étirements. Et voilà, donc comme ça, à chaque fois, selon les résultats, on les aiguille dans les différentes activités dans lesquelles ils peuvent s'incorporer. Voilà déjà une présentation de notre service. Merci. 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 Cette application, tous en forme, n'a-t-elle pas servi à collecter les données personnelles, sans le moindre consentement, je précise, de dizaines de milliers d'individus? Plus encore, ne ciblait-elle pas des étudiants sportifs en pleine forme? N'est-ce pas là une véritable intrusion déguisée sous le prétexte fallacieux du bien-être? Sous le prétexte apocryphe de la santé? Vous parlez vous-même, dans le reportage de cobaye, trié sur le volet. Non mais cobaye trié sur le volet, pardonnez-moi, un terme lourd de sens, que l'on ne saurait balayer d'un revers de main. S'il vous plaît, laissez répondre le témoin. Je ne peux pas accepter cette accusation. Nous vous écoutons. Nos données sont protégées par la RGPD. De plus, les tests d'application permettent de mettre en place 3 types de prévention. La prévention primaire. J'ai des bons résultats à mes tests. Nous encourageons à continuer à travers l'ensemble des activités que nous proposons. La prévention secondaire. Quelques tests en rouge. Nous recommandons une visite médicale au sein de notre service de santé étudiante et une mise en place d'un cours de remise en forme et nutrition. Enfin, 3e type de prévention, la prévention tertiaire, le véritable sport sur ordonnance. Le médecin du SSE prescrit une ordonnance et ce lieu d'application avec nos collègues du STAPS et leur formation APA, activité physique adaptée, reçoivent et adaptent cette prescription pour une meilleure adaptation à le patient à travers une véritable thérapeutique non médicamenteuse. D'ailleurs, nous formons aussi nos 6e années de médecine à la formation à cette prescription de ce véritable sport sur ordonnance. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le physique. Il y a aussi le bien-être, de se sentir bien dans son corps comme dans son esprit, bien dans la tête, bien dans le corps. Et avec les cours, par exemple, de salsa, bachata, kizomba, qui peuvent venir faire à l'université, eh ben, c'est une vraie coalition où le personnel, parce que j'ai autant de personnel quasiment que d'étudiants qui se retrouvent ensemble, qui sont contents de partager. Et il y a un moment, je ne fais pas agence matrimoniale dans mon cours, mais un peu limite, hein, venez les étudiants si vous êtes là dans les cours et donc du coup ils aident tout ça à mieux se sentir et à essayer de laisser un peu leurs phobies, les problèmes qu'ils peuvent avoir. Moi j'ai des élèves qui arrivent et qui me disent ah non je supporte pas d'être touchée. Je dis mais comment ça se fait, pourquoi tu es là alors on va venir, on va tout le temps te toucher en danse de couple et il me dit ben c'est le médecin qui m'a dit de venir là. Voilà donc parce que c'est une vraie thérapie donc venez au cours au contraire et donc jamais on utilise je sais pas ce que vous avez. Je ne vous parle pas de l'amélioration des résultats scolaires grâce aux bénéfices de l'activité physique. Exactement. Combien d'individus sont recensés dans votre application? Beaucoup, c'est vrai. Un grand nombre. Quasiment. Je n'ai plus de questions. Plus de 50 000 utilisateurs différents. Je n'ai plus de questions, merci. Merci. Moi, je viendrai vous voir pour les horaires de salsa, bachata, kizomba, ça m'intéresse. Y a-t-il une question parmi les jurés? Ah oui, une question là-bas. Oui.
Bonjour, je remercie à la Cour de prendre ma question. Est-ce que, pardon, je vais me lever, ce sera un peu plus poli. Je vois qu'il y a des caméras. Est-ce qu'on me voit bien ici? Est-ce que je suis bien éclairé? Oui, fait signe que oui, mais dans le doute, est-ce qu'on m'entend bien là-haut? Oui. Dans le doute, je vais me mettre sur l'allée. Merci beaucoup, mesdames, merci. Donc, je m'appelle... on m'en voit bien aussi? Là, ici aussi? Très bien. Je m'appelle Sylvain Tratreau. Je suis naturopathe, homéopathe et passionné par les bienfaits du corps sur la santé. Je tenais à vous remercier pour votre présentation. Elle est assez éloignée de ce que l'on a vu dans le reportage diffusé tout à l'heure, hein, qui est au passage, mesdames et messieurs, très bien documenté. Donc, c'est ce que je disais. Merci. Aussi, ma question, qui est issue de plusieurs années d'expertise et dont vous verrez quelques affirmations dans la formulation, les affirmations documentées, messieurs, dames, dont je pourrais vous donner les sources par la suite du procès. Ma question porte sur la responsabilité de l'organisateur. Lorsque celui-ci prévoit de faire des séances de sport dans un lieu comme ce sous-sol, juste sous nos pieds, mais où aviez-vous la tête, Madame Caussade et Monsieur Barrière? Mais où aviez-vous la tête? Savez-vous... Ah, ça vous fait rire. Ah, très bien. Mais savez-vous que les lieux clos altèrent le flux d'énergie talon-poumon, essentiel au bon développement des muscles poplités? Exactement. Ignorez-vous, merci, ignorez-vous que les soins apportés, entre autres par le médorinum, sécrétion urinale purulente en 30 CH, ça vous fait rire? Deviennent inutiles dans un lieu qui supporte au moins 2 étages, comme dans cette université. Alors, pardonnez-moi, ce ne sont peut-être ici que quelques exemples subtils, je vous l'accorde, mais qui, j'en suis sûr, parlent à tout le monde ici aussi. Exactement. Exactement. S'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir la question, s'il vous plaît, Mais monsieur? laissez-moi contextualiser, sinon Monsieur Huchon va encore trouver quelque chose à redire et je serai banni des réseaux sociaux comme la semaine dernière, sur Instagram, sur X et Y. Bon, Madame Caussade et Monsieur Barrière, vous avez réussi à recruter bon nombre de jeunes étudiants pour favoriser le développement de votre entreprise, qui est, certes, très inquiétante, mais indubitablement très impressionnante, de Crisis Veto. Comment avez-vous réussi un tel exploit? Voilà ma question. Voilà. Répondez. S'il vous plaît, laissez le témoin répondre. Ce labo en souterrain dont vous parlez va bénéficier d'une rénovation de notre université pour pouvoir augmenter les nombres d'espaces de pratique de proximité. Et notre SUAPS n'a aucun lien avec une quelconque organisation. Nous nous occupons de la santé globale de nos étudiants et de nos personnels, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec les autres. Et ceci, quel que soit le niveau de pratique, du débutant jusqu'à l'expert. Et ma collègue, ouverte sur la ville, ouverte sur la cité, organise des soirées de salsa dont je la laisse vous donner les faits. Tout à fait. Alors déjà, oui, de dire que pour nous, le sport, c'est la bonne santé. C'est comme si on vous donnait une boîte de conserve et qu'on vous dit, viens faire de l'endurance, du renforcement, des étirements, tout ça mélangé va vous donner bonne santé. Je fais effectivement étirements, par exemple, le mardi, le jeudi, le vendredi. Ça vous ferait beaucoup de bien, monsieur. Je ne mange pas de conserve, c'est mauvais pour les flux énergétiques. C'est mauvais la conserve. Et bien dans sa tête, c'est aussi donc effectivement l'université ouverte dans la ville parce qu'on a des laboratoires, pas du tout. Au contraire, c'est un futur gymnase qui va être juste en dessous et on a plein de sites un peu partout dans Paris. On a un grand site au Grand Moulin, mais on a plein d'autres gymnases partout dans Paris. Vous pouvez exercer au sein de l'université Paris-Cité. Et en plus, tous les mois, effectivement, j'organise une soirée en disant aux étudiants, viens, sors un petit peu de ta chambre universitaire, de tes études, viens te faire du bien. Et tous les mois, on organise une soirée avec tous les étudiants et le personnel où ils sont vivement conseillés, où il y a la soirée, les cours et où ils peuvent venir un peu être bien dans leur tête une fois par mois, monsieur. Donc, on est ouvert dans la ville, je peux vous dire. C'est quand la prochaine soirée, hein? Et ça sera le 15 octobre.
2084. Oui, Bien sûr. évidemment. Je pense qu'on vous a convaincu. Absolument. Maître, vous l'êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup La foule en délire. pour vos réponses. Merci. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse, monsieur Barrière, madame Cossade. Vous avez la S'il réponse. vous plaît, je rappelle aux jurés que les questions sont là pour apporter des éclaircissements à l'affaire qui nous concerne ici et pour nourrir une réflexion approfondie, pas pour donner son ressenti, voire même ouvrir un débat stérile. S'il vous Lamentable. plaît. Lamentable. Le juge est payé par l'État. Oui. Vous pouvez y aller, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez Lamentable. partir. Merci. S'il vous plaît. Alors, la cour appelle le docteur Géga. Ah, le cerveau de l'organisation. Ne vous laissez pas impressionner par cette S'il vous triple plaît. fête. Allez-y, docteur Géga. Je S'il vous vous en plaît. prie, installez-vous. Et n'hésitez pas surtout à les haranguer, à faire... Nous vous écoutons. Merci maître. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Céline Géga, je suis docteur agrégée en chimie et actuellement ingénieure de projets structurants à Université Paris-Cité au sein de la direction de la recherche, de l'innovation, de la valorisation et des études doctorales, qu'on appelle communément la DRIV. Alors mon métier, il consiste à imaginer, à monter et à piloter des grands projets stratégiques pour l'établissement, qu'on appelle des projets structurants. Et ces projets, ils impliquent de nombreuses personnes, des scientifiques, mais aussi des membres de la gouvernance et des compétences métiers très variées. Pour en citer quelques-unes, des ingénieurs pédagogiques, des chargés de médiation scientifique, des responsables de plateforme, et puis aussi des personnels de soutien à la recherche qu'on appelle communément les administratifs. Alors ces administratifs, j'en fais partie, et puis ça comprend la chefferie de projet, mais aussi des gens de services variés, les ressources humaines, les finances, la communication, etc. Tout ce travail, c'est vraiment un travail d'équipe et je pense que ça sera un peu plus concret avec un premier exemple que on va vous projeter. Comme exemple, je vais vous redonner un projet qui a été mentionné dans le documentaire qu'on vous a passé. A été mentionné un fameux projet Paris. Alors déjà, on va préciser de suite, c'est un programme qui fait partie d'un projet plus conséquent qui s'appelle le projet FireUp. Ce projet, il a deux objectifs principaux qui sont très intéressants selon moi. Le premier, c'est de former les étudiants et les étudiantes à la nouvelle citoyenneté mondiale. Et le deuxième, c'est de créer des lieux qui mettent en lien la science, l'innovation et la société. Pour réaliser le premier objectif, on a mis en place 3 programmes. Le premier, c'est le programme Project Factory qui permet de financer des étudiants et des étudiantes pour développer des projets d'entrepreneuriat. Donc, on soutient l'entrepreneuriat étudiant. Le deuxième programme, c'est l'appel à projet Crossing Cutting Edges, CCE, qui permet de financer des thèses et des post-doctorats interdisciplinaires et qui permet donc de qualifier des futurs professionnels ayant l'interdisciplinarité comme cœur de métier, ce qui est tout à fait inédit. Et le troisième programme, c'est celui qui a retenu votre attention, c'est le programme Paris, qui permet d'insérer les enjeux de développement durable dans l'ensemble des formations d'Université Paris-Cité, licence, master, doctorat. Et puis, pour réaliser le deuxième objectif, qui lui est de créer des lieux qui mettent en lien la science, l'innovation et la société, on a développé 2 atriums et un institut. Le premier, l'atrium des géosciences, qui est sur des thématiques écologiques. Le deuxième, l'atrium humanité et sciences sociales, qui travaille sur les humanités. Et l'Institut interdisciplinaire santé des femmes, qui a une approche globale de celle-ci, ce qui est tout à fait inédit. Alors, ce qui est très intéressant avec ce projet, donc je suis très contente qu'il ait été mentionné dans ce reportage, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, c'est qu'en fait, ce projet à lui seul, il représente totalement la signature d'Université Paris-Cité. Des humains en bonne santé, Institut interdisciplinaire santé des femmes. Au sein de Société en bonne santé, programme Project Factory, appel à projet CCE, Atrium Humanité et Sciences sociales. Sur une planète en bonne santé, Atrium des géosciences et le fameux programme Paris. Alors,
Au-delà des projets que je gère, je pense que ce qui peut être intéressant de vous mentionner aujourd'hui, c'est en quoi consiste mon travail. Alors mon travail à titre personnel, je le trouve absolument passionnant. Je vous propose de vous projeter rapidement dedans. Vous gérez en parallèle 5 projets différents. Vous animez des équipes projets. Rien que pour le projet FireUp, on parle de 27 personnes. Vous gérez des budgets, plus de 30 millions d'euros. Vous rédigez des rapports d'activité, vous mettez en place des nouveaux partenariats, vous organisez des événements, vous imaginez des stratégies de communication et j'en passe. Bref, on ne s'ennuie jamais. Et dans mon équipe, nous sommes 6 personnes à faire ce métier. Je précise, nous sommes 6 femmes à faire ce métier. Preuve supplémentaire, s'il en fallait, que les métiers de soutien, encore aujourd'hui, sont largement assumés par des femmes. Et nous avons toutes nos spécialités, la chimie pour ma part, comme je l'ai mentionné, mais aussi la sociologie, l'histoire de l'art, les sciences politiques et les relations internationales. Et nous provenons d'endroits très variés, Paris, Lille, la Bretagne en ce qui me concerne, mais aussi la Colombie et la Chine. Et cette diversité, c'est exactement ce qui fait notre force, et elle illustre totalement le caractère transversal et interdisciplinaire de l'expertise que nous mettons à disposition, tant du terrain que de la gouvernance. Alors après avoir dit tout ça, je pense que je n'ai pas besoin de me justifier sur ce fameux voyage en Égypte qui a été mentionné dans le reportage, bien que j'aurais adoré être à la COP avec Annelise. Je vais finir en disant juste que vous m'accusez, monsieur l'avocat général, d'être le cerveau de l'organisation, si c'est bien le terme qui avait été employé. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire merci. Merci parce que je suppose que pour être à l'origine d'un tel complot, il faut faire preuve de rigueur, de persévérance, d'adaptabilité, de leadership, de communication et d'empathie pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Alors, ces compétences, je ne les mets absolument pas au service d'un complot. En revanche, soyez assurés que je les mets quotidiennement au service d'un projet beaucoup plus passionnant, celui de l'université et des valeurs qu'elle défend. Ce sera tout, maître. Merci beaucoup. Merci. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Docteur Géga, pourriez-vous expliquer à l'avocat général et à la Cour ici présente quel a été l'intérêt de la fusion de ces 2 universités et quelles avancées majeures ont été réalisées en termes de recherche et d'engagement sociétal et surtout préciser à Monsieur Demossia, Souno Demossia. Souno Demossia, quel intérêt concret et quel apport concret a permis la mise en place de ces programmes interdisciplinaires, au-delà des accusations qu'il la présentent comme une simple couverture pour des projets dissimulés. Allez-y. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être intéressant de préciser, notamment dans notre milieu, on nous dit souvent qu'on utilise trop de jargon et que ce qu'on dit est un peu incompréhensible. Donc, je vous propose de vous donner quelques exemples très concrets. Pour rappeler le but vraiment des projets qu'on dit structurants, c'est de permettre à l'université de mieux former, de renforcer sa recherche et de développer des collaborations, alors bien naturellement avec d'autres universités, mais aussi avec des centres de recherche, des institutions publiques et puis des entreprises. Alors, 3 exemples concrets. Le premier, par exemple, renforcer la recherche de manière appliquée. Avec l'Atrium de géosciences, que j'ai mentionné tout à l'heure, on a déployé ce qu'on appelle des chaires de recherche industrielles qui permettent de mettre en lien les scientifiques avec des entreprises, ce fameux contact entre le privé et le public. Et ce partenariat, il permet tout simplement d'avoir une recherche qui est en prise directe avec les besoins du terrain. Un deuxième exemple, ça pourrait être contribuer à des avancées majeures dans des secteurs clés, par exemple mieux comprendre et améliorer la santé des femmes. Avec l'Institut interdisciplinaire santé des femmes, nous mettons en contact des scientifiques, des médecins, des associations et des collectivités locales pour penser la santé des femmes de manière globale, tant dans la recherche que dans la formation. Et puis, 3e et dernier exemple, qui pour le coup, là, vraiment concerne absolument tout le monde, partager la science avec toutes et avec tous, avec Université Paris-Cité Édition, la maison d'édition d'Université Paris-Cité qu'on vient tout juste de lancer à travers l'Atrium Humanité et Sciences sociales.
on permet à tous les citoyens et toutes les citoyennes d'avoir accès à des ouvrages très facilement et surtout très rigoureux scientifiquement. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, bénéficie absolument à tout le monde et montre bien l'impact de ces projets sur la société. Donc, pour résumer tout ça, l'intérêt de ces projets, c'est vraiment de renforcer le lien d'Université Paris-Cité avec son territoire et avec la société. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Docteur Gjega, ce matin, par hasard, comme quoi le hasard dans cette affaire fait bien les choses, je relisais les principes du novlangue. Et j'ai cru me retrouver devant votre page LinkedIn. Une page LinkedIn qui est parée, adornée, qui regorge de termes tels que transversalité, n'est-ce pas? Interdisciplinarité. Des expressions devenues presque rituelles dans certains cercles. Mais ne pourrait-on y voir, y percevoir, y déceler, sous cette rhétorique apparemment inoffensive, une forme de langage codé, subtilement conçu, minutieusement abstru, pour masquer des intentions bien plus complexes? Et quant au lien que vous entretenez avec cette constellation de scientifiques, de l'hôpital Necker au collège Romain Rolland, il ne saurait être considéré comme de simples collaborations fortuites ou anodines. Il témoigne indéniablement de l'existence d'un réseau, un réseau structuré, tissé dans l'ombre, un réseau dont l'influence et la portée dépassent ce qu'on peut bien admettre publiquement, n'est-ce pas? Que répondez-vous? Monsieur l'avocat général, que vous répondre? Je vous en prie. Écoutez, on va commencer par le début. Vous vous interrogez sur cette constellation de scientifiques, vous citez, qui m'entourent. Il semblerait que vous soyez allé consulter mon profil LinkedIn en détail. Bon. Donc, il ne vous aura sans doute pas échappé que j'ai un doctorat en chimie. Voilà qui aurait pu être une première preuve de mon lien avec le monde scientifique. Passons. Deuxième chose, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment. J'anime de multiples équipes projets qui font intervenir des scientifiques et des personnels de soutien à la recherche qui viennent de laboratoires et de services extrêmement variés. Et donc, en ce sens, l'interdisciplinarité, c'est absolument pas un mot magique ou un code ou que sais-je. C'est vraiment le cœur de mon métier et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce métier et tout l'impact sur la société, comme on vient d'en parler auparavant. Et puis, comme vous semblez vous inquiéter sur mes intentions, tant vous, mais que vous, là-haut, au niveau du balcon également, sachez qu'elles sont très simples et parfaitement claires. Et elles s'inscrivent notamment dans les missions de l'université. Former, accompagner la recherche et contribuer au développement de la société. Mon métier, tout simplement, s'il faut faire simple, c'est d'accompagner les scientifiques, le personnel administratif, personnel et politique, pour mettre en place des dispositifs et des structures qui vont permettre de répondre aux grands enjeux de notre temps, en santé, en société et en écologie. Et pour finir, sachez que l'université est pleinement engagée dans un process de science ouverte, c'est-à-dire de transparence. Et donc, par conséquent, la seule obscurité qui subsiste selon moi, c'est celle de vos réelles intentions à travers ce procès. Il est évident que ces connexions dépassent des cercles. Monsieur le Du commun des Président, mortels. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Monsieur le Président, l'avocat général ne peut pas dire cela. On a l'impression qu'il s'engage dans des raisonnements que l'on pourrait facilement qualifier de complotistes. C'est une Objection, insulte. votre honneur. Objection refusée. À leur intégrité et à leur intelligence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un scandale. On peut même plus parler. Monsieur l'avocat général, votre remarque m'oblige à rappeler une réalité dont il faut avoir bien conscience. Aujourd'hui, l'université, elle fait face à des épreuves considérables, des tensions budgétaires, mais aussi, comme on peut le voir dans certains pays, à des censures qui attaquent la liberté académique. Et dans un tel contexte, tenir des propos tels que les vôtres, c'est absolument indécent. Non
l'université n'est pas un luxe réservé à une élite. L'université, c'est un lieu essentiel à la société qui repose sur l'engagement sans faille de son personnel scientifique, administratif et politique. Et en ce sens, l'université, monsieur, est une alliée indispensable pour répondre aux grands défis de notre temps, sanitaire, sociétal et écologique. Voilà, voilà. Voilà. S'il vous plaît, Merci. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, Docteur Jekyll. je vous prie de bien vouloir accorder la parole à mon témoin. On a le temps. Sa déposition mettra un terme définitif à ces interminables tergiversations qui ne font que nourrir le doute dans ce qui s'annonce le sans conteste le plus grand scandale de notre siècle, voire de notre millénaire. J'appelle docteur Louard à la barre. D'accord. Exactement. Bonjour, vous avez 8 minutes max. Hein. Rassurez-vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma témoin saura suffira exposer les faits avec une clarté et amplement. une concision bien supérieure à ce délai alloué. Ah, nous allons voir ça. Merci. Oui, on Nous va avons voir. hâte. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis le professeur Louard, docteur en analyse corrélationnelle systémique appliquée à la morphodynamique comportementale des agrégats métropolitains. Je suis ici ce soir afin de vous présenter le résultat de plusieurs de mes travaux qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous donner les chaînons manquants dans cette affaire qui est bien capitale. Alors voilà déjà les résultats d'une étude d'une pertinence axiomatique. Si on peut afficher mon PDF, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons ici une corrélation flagrante entre l'augmentation de la population parisienne et les ventes de médicaments de chez Novartis. De même, vous pouvez observer la courbe des visites de la Tour Eiffel et celle de la vente de médicaments dans le 7e arrondissement de Paris. Les données sont éloquentes, n'est-ce pas? Les chiffres parlent. Le rapport linéaire que nous avons entre la fréquentation touristique et la posologie absorbée par capillarité atmosphérique est une preuve irréfutable. Le graphique indique une augmentation de l'ingestion de la molécule chez les individus se rendant à Paris, ce qui a eu pour conséquence vectorielle immédiate une augmentation de leur docilité. Parfaitement. C'est un fait. S'il vous plaît. Cette synchronie des courbes montre bien qu'il y a une diffusion à grande échelle des produits de Crisis Veto. La bioconvergence des champs électroniques urbains et les flux muoniques modulés par l'ingénierie comportementale ont activé cette fameuse protéine PIK3CA, sublimant ainsi la réceptivité neuronale des individus. C'est un fait, une fois de plus. Nous arrivons maintenant, tenez, à ce fameux projet Paris, projet, on ne sait pas comment l'appeler, en tout cas, S'il vous plaît. Paris, merci. Exactement, l'orthographe est le même, l'intitulé, on ne sait plus. Si on le combine aux radiations émanant de la Tour Eiffel, cela permet une imprégnation massive des cohortes ciblées, rendant les populations de plus en plus malléables aux directives subreptices des élites. Cette synchronie, je vous alerte, cette synchronie biotechnologique a permis un asservissement cognitif généralisé. Et les chiffres ne mentent pas, mesdames, messieurs. Les chiffres, S'il vous plaît. les chiffres ne mentent pas. L'ascension exponentielle de l'histogramme des flux touristiques est directement proportionnelle à l'absorption neuronale de la molécule BYL 719 qui crée une sinusoïde de docilité comportementale et qui culmine lors des équinoxes. Équinoxe qui arrive dans 3 jours, mesdames, messieurs. Ça, c'est extraordinaire. Cette analyse multivariée
de la régression de la logistique ordinale confirme la causalité multidimensionnelle, ce qui nous montre bien une preuve irréfutable, encore une fois, que plus un individu visite Paris, plus il absorbe la molécule, plus il devient malléable et facilite l'acquiescement des directives du gouvernement. Et oui, mesdames, messieurs, ces courbes ne sont pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, mesdames, messieurs. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de coïncidence. C'est une preuve irréfutable, une fois de plus, de la diffusion à grande échelle des produits de Crisis Veto. S'il vous plaît. Et moi, j'ai rien compris. Bah, moi il non est indubitable que malgré, en effet, la complexité technique inhérente à ces propos, Il et c'est ne bien s'agit normal, pas de vulgariser, de prendre l'auditoire toute pour des personne- idiots. toute personne dotée d'un minimum de discernement et de sagacité ne saura faire autrement que reconnaître l'évidence éclatante qui s'impose à elle. Eh oui. S'il vous plaît. C'est limpide, même. Donc, discernement, sagacité, vous supposez que nous n'en avons pas. Et qu'est-ce que c'est que cette évidence éclatante Voyons, mais peut-être certains membres du jury ont-ils des questions. Ce sera alors l'occasion d'apporter des éclaircissements à celles et ceux qui n'auraient pas saisi pleinement bonsoir. l'intégralité des enjeux. Oui. Non, j'avais pas de question. Juste, j'étais surprise de voir la témoin Titi présente aussi dans le documentaire. Ah oui, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est ça que je me Oui, disais oui, que j'avais c'est tout à déjà fait. vu. Merci. En fait, Oui, effectivement, Oui. cette experte-là était déjà présente dans le documentaire comme une experte de muons. Oui, Et là, oui. elle est experte d'un Bah, Madame espèce de grand n'importe quoi. Madame Loire est experte dans plein de domaines. Bah, oui, voilà. mon expertise est là. Scandale. Madame Elle Loire. n'a rien à faire ici. Madame Vous essayez Loire. de me décrédibiliser. Madame Loire, S'il vous mettez en doute mes compétences. Si vous voulez, Madame je peux Loire, vous parler vous pouvez des vous retirer, s'il radiations vous plaît. émanant Madame- du champ Non, de je n'écouterai même plus vos discours. C'est le Madame Loire, lieu. Je Madame Loire, n'écouterai merci, même vous pouvez plus. retirer, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. on enchaîne. Hein, Oui. On enchaîne. Je tiens tout de même à signaler que l'étendue de vos compétences ne semble pas tout à fait appréciée. À sa juste Oui, valeur. À sa monsieur- juste valeur. Merci. S'il vous plaît. Monsieur Huchon, pouvez-vous nous apporter quelques éclairages un peu plus documentés, voire même intelligibles, s'il vous plaît? Ouais. On va essayer. Cette dernière intervention m'a effectivement laissé un petit peu perplexe. Je vois d'ailleurs que elle était assise derrière moi, elle n'est plus là. Peut-être lisait-elle par-dessus mon épaule. Je suis un tout petit peu inquiet un instant, mais ça me rappelle quelque chose qu'on a vu dans les livres d'histoire. Au début du XXIe siècle, une pandémie s'est abattue sur la planète et au moment de cette pandémie, on a vu circuler sur ce qu'on appelait à l'époque les réseaux sociaux une vidéo d'un documentaire lui aussi qui s'appelait Hold Up. Un film qui prétendait que cette maladie, le Covid-19, avait été inventé en laboratoire afin d'organiser un programme de dépopulation de l'humanité. Et on avait à l'intérieur de ce film un personnage qui intervenait à divers moments sous diverses étiquettes. Je ne voudrais pas ici faire un parallèle avec ce dernier témoin qui a visiblement des compétences variées, mais... Et nombreuses. Nombreuses, visiblement, oui, mais j'ai malheureusement l'habitude, en tant que journaliste, de me méfier des toutologues. Vous savez, ceux qui s'expriment sur tous les sujets, mais qui, en réalité, n'en maîtrisent malheureusement aucun. Ce témoin est venu nous dire que les chiffres ne mentent pas. Effectivement, mais est-ce que les chiffres disent la vérité? Oui. Je ne suis pas totalement surpris que cette réponse vienne de là-haut. Quel jour on est? On est jeudi. Eh bien, demain, c'est vendredi, ce sera donc le tirage de l'euro-million. Et oui, ça a perduré jusqu'en 2084. Si demain,
les résultats de l'euro-million étaient 1, 2, 3, 4, 5, eh ben, je pense qu'il y en a là-haut qui crieraient au complot. Ouais. Bah ouais, ça sentirait l'arnaque. Laissons parler Monsieur Huchon. Pourtant, il y a exactement la même probabilité mathématique d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 que n'importe quelle autre combinaison de chiffres. Mais notre cerveau refuserait cette possibilité. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, d'une certaine manière, a des petits bugs de fonctionnement. On appelle ça des biais cognitifs. Et effectivement, l'un des principaux biais, c'est que le cerveau humain a tendance à avoir des intentions là où il y a en réalité du hasard. Parce que contrairement à ce qui vous a été dit, le hasard existe. Le hasard existe et d'ailleurs, il fait même parfois bien les choses, selon l'adage. J'ai été un peu surpris par ce dernier témoignage, je dois vous l'avouer. J'avais l'impression d'être dans un sketch d'un groupe humoristique qui avait aussi sévi à la fin des années 1990, Les Inconnus. Ils avaient fait un sketch sur les langages incompréhensibles. Et se succédaient effectivement un médecin, un avocat, un notaire. Et à la fin, on ne comprenait plus rien du tout. On ne se souvenait même plus, à la fin de la réponse, de la question qu'on avait posée. Et ben, je me suis retrouvé un petit peu dans cette situation-là. Il y a quelque chose de très ennuyeux à cette propension à manier des pseudo-faits pour en faire des pseudo-réalités. On est en plein dans une entreprise de manipulation, mais ce n'est pas du tout celle qui est dénoncée dans ce documentaire. Vous l'avez vu là. La question qui me reste maintenant, c'est depuis une centaine d'années que nous essayons de lutter contre ce phénomène des fake news, nous avons cherché à trouver des solutions. Certains se sont dit que la judiciarisation allait nous aider. Eh bien, vous voyez aujourd'hui que établir la vérité est très difficile pour un juge. Un juge ne peut pas dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Il peut dire ce qui est conforme ou pas à la loi. Si un juge pouvait dire ce qui est vrai ou faux, il se servirait de l'article 27 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui condamne très fermement la publication de fausses nouvelles. En l'occurrence, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne le droit français. Il fonctionne sur ce qu'on appelle la diffamation. Et aujourd'hui, vous êtes les témoins. Vous êtes les témoins d'une horrible opération de diffamation à l'égard de scientifiques qui, contrairement à ceux qui s'expriment dans ce documentaire, sont eux perclus de doutes, passent leur journée à s'interroger, à se poser des questions, à essayer de respecter des règles. Mais justement, ceux qui se posent des questions gagnent rarement le combat face à ceux qui crient le plus fort. C'est le problème de ce rapport un peu déséquilibré dans lequel nous sommes dans nos démocraties. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un qui est très fort que 2 et 2 font 5 que ça ne fait plus 4. J'en ai fini pour l'instant. S'il vous plaît. Merci, Monsieur Huchon. Maître Scoli, faites venir votre dernier témoin à la barre, s'il vous plaît. Oui, le docteur Depoux est appelé à la barre, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Installez-vous. Merci beaucoup d'être là. Pourriez-vous commencer par votre présentation, s'il vous plaît ? Vous avez 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur l'Avocat général, Mesdames, Messieurs les jurés, je m'appelle Annelise Depoux, je ne suis ni médecin ni épidémiologiste, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Ma discipline ausculte les troubles de la communication. Ce soir, je veux vous parler d'un symptôme qui nous paralyse collectivement, l'apraxie climatique. J'ai forgé ce concept pour désigner ce paradoxe. Nous savons, mais nous n'agissons pas. Le film que vous venez de voir est plein de jargon, de graphiques tape à l'œil, de coïncidences érigées en preuve. La forme impressionne, mais la preuve manque. Souvenez-vous de l'affaire Sokal. En 1996, ce physicien publie un article volontairement absurde. Et il est accepté et publié, parce que l'apparence de scientificité a suffi.
C'est de la mise en scène, pas de la science. Ici aussi, on confond corrélation et causalité. On prend des coïncidences pour des révélations. La science, ce sont des méthodes, des sources, des réplications et la possibilité d'avoir tort. La pseudoscience, c'est l'inverse. Elle prétend tout savoir d'avance. Si ce décor trompeur fonctionne, c'est aussi parce que notre écosystème d'information amplifie le bruit et fragilise la confiance. Alors parlons de ma recherche. Pendant le Covid, l'OMS a mis un mot sur un problème majeur, l'infodémie. La viralité des fausses informations a créé une pandémie parallèle. Avec mon collègue Olivier Haïm, nous parlons d'une pathologie de l'information, un écosystème où les rumeurs vont plus vite que les faits, minant l'adhésion aux mesures utiles. Ce qui nous met en danger, ce n'est pas la communication scientifique, mais la défiance installée par la désinformation. Le remède, apprendre à reconnaître les biais et les manipulations, car cette défiance brouille un lien essentiel si l'on veut agir. Alors, parlons maintenant de ce que nous faisons à l'Institut de santé globale avec le professeur Jouven, et en particulier du lien entre santé et climat. Le climat, comme la santé publique, est un problème collectif. Il exige des changements de comportement individuels et des politiques publiques. À l'Institut de santé globale, nous faisons nôtre l'approche de la santé planétaire. La santé planétaire, ce n'est pas seulement l'idée que notre santé dépend de la planète. C'est un changement de paradigme qui exige de penser ensemble à la fois les interactions entre santé humaine, écosystèmes, systèmes économiques et inégalités sociales. Donc nous savons, perte de biodiversité, dérèglement climatique, tout cela affecte déjà notre santé. Pourtant, nous n'agissons pas. Alors, avec François Gemène, ici présent, nous avons posé cette question. Pourquoi sommes-nous plus effrayés par le Covid que par le dérèglement climatique? Et oui, pourquoi? Dans le cas du Covid, l'urgence était perçue immédiatement. Notre santé, ici et maintenant, était en jeu. Pour le climat, le lien avec la santé n'est pas encore assez conscient, pas assez évident pour déclencher la même urgence d'agir. En cause, des barrières psychocognitives. La responsabilité est partagée entre les médias et nous, chercheurs. Je veux être honnête. Nous devons prendre notre part. Quand on parle de scénarios à 2050, 2100, ou bien de catastrophes lointaines, on crée un effet de distance psychologique. Cela paraît abstrait ou trop lointain pour agir. Et quand les médias réduisent le climat à une succession de désastres, le message implicite est celui d'une fatalité. Résultat, au lieu de mobiliser, on installe l'impuissance et l'anxiété. Or, le climat n'est pas une série d'événements exceptionnels. C'est un processus continu sur lequel nous pouvons agir. Et nos travaux de recherche le montrent. Ce qui mobilise, ce ne sont pas les menaces, mais les solutions, les opportunités, les bénéfices. Montrer ce que chacun y gagne, cela entraîne des changements de politique publique, mais aussi des entreprises elles-mêmes qui, il faut bien le dire, vont plus vite que le politique. 9 Français sur 10 veulent faire du climat une priorité de santé publique.
85% des Français se disent inquiets. Alors pourquoi cette apraxie? À force d'alerter, on le culpabilise. On génère de l'éco-anxiété. On décourage. Pour dissiper l'apraxie, la parole scientifique doit non seulement expliquer les mécanismes, mais aussi mettre en évidence les impacts positifs, les solutions. Et non, parler des solutions, ce n'est pas être naïf, c'est prendre la menace au sérieux pour rendre l'action possible. Alors passons du diagnostic à l'ordonnance. Voici 5 prescriptions simples. Premièrement, relier systématiquement climat et santé dans chaque message public. Deuxièmement, suivre localement des indicateurs à court terme, air, chaleur, pollen, îlot de chaleur. Troisièmement, déjouer les manipulations, corrélation douteuse, faux experts, intox viral. Ensuite, co-créer avec les populations, étudiants, soignants, collectivités, entreprises. Il faut mesurer, cartographier, prioriser, évaluer. Et enfin, raconter des réussites concrètes qui nous parlent. Moins de chaleur dans votre rue, une tension artérielle qui baisse avec 30 minutes de marche, votre facture stabilisée grâce à l'isolation de votre logement. Mesdames et messieurs les jurés, la science nous montre que des vies sont sauvées quand on agit. Et elle montre que l'envie d'agir existe. Alors, où est la manipulation? Dans un documentaire qui mime la science pour effrayer? Ou dans un travail qui clarifie des liens pour outiller? Au moment de conclure, je ne vous demande pas la foi, je vous demande la méthode. Distinguer le fait du récit, exiger les sources, reconnaître vos biais. Je vous remercie. Merci. Merci, docteur. Merci. Après cette belle présentation, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, nous expliquer quelle est l'importance, pourquoi il est important de communiquer sur les risques sanitaires liés au changement climatique? Et dans un deuxième temps, n'hésitez pas à développer les bénéfices de l'adoption de comportements plus durables pour notre société. Merci, maître. Prenons un exemple simple. On sait que la pollution est renforcée par le réchauffement climatique. Or, moins de pollution, c'est moins d'asthme, moins de maladies respiratoires. Et ça, ce n'est pas de la morale verte. Autre chose, les mobilités actives, marcher, faire du vélo, c'est moins de diabète, moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires. L'inactivité tue 3,2 millions de personnes par an. Enfin, une alimentation plus durable, moins carnée, c'est aussi moins de risques cardiovasculaires. Ayez bien cela en mémoire. Le climat ne donne pas de retour immédiat. Nos émissions d'aujourd'hui n'ont pas d'effet visible, n'auront pas d'effet visible demain, ni de notre vivant. C'est pourquoi il est vraiment déterminant de traduire nos actes en bénéfices concrets pour la santé, car ce sont des bénéfices que nous éprouvons à notre échelle et potentiellement à court terme. Docteur Depoux, permettez-moi de revenir sur l'essence et l'essence même de vos recherches. Vous les présentez comme de simples recherches sur l'induction de changements de comportement et la sensibilisation des populations. Bon, mais n'est-il pas possible, comme le laisse entendre le reportage que nous avons tous vu, je vous le rappelle, que ces initiatives soient en réalité une forme subtile de conditionnement, une manière d'orienter insidieusement les choix, de modeler les habitudes, voire d'imposer, sous couvert de bonne volonté, une certaine vision du monde et un mode de vie précis que d'aucuns, je vous le rappelle,
qualifierait de woke. S'il vous plaît, Et si on pousse un peu plus loin vos recherches sur les migrations, ne pourrait-elle pas, à terme, servir de caution scientifique à une idéologie bien plus vaste, tentaculaire et dangereuse? Certains parlent quand même d'un grand remplacement, je vous le rappelle. En légitimant des transformations profondes de notre société au nom d'objectifs que vous et vous seuls jugez vertueux. Nous vous écoutons. Monsieur, vous me prêtez un agenda caché. En réalité, mes recherches analysent comment les récits médiatiques façonnent nos perceptions. Et il faut le dire, les migrations climatiques ne sont pas un fantasme. C'est déjà une réalité massive. En 2024, 44 millions de déplacements ont été causés par des catastrophes climatiques, contre 20 millions par des conflits. En 2023, c'était 26 millions de déplacés climatiques. Je veux donner quelques exemples. Au Brésil, en mai dernier, les pluies diluviennes ont déplacé 620 000 personnes. En Indonésie, la capitale Jakarta doit être délocalisée, menacée par la montée des eaux. Alors vous allez me dire, c'est loin. En effet. Mais nous ne sommes pas épargnés. En France, en 2022, les feux de forêt ont déplacé 45 000 personnes. Et un quart des Français pensent devoir quitter leur domicile dans les 10 prochaines années à cause du climat. Il ne s'agit donc pas de nourrir des peurs, il s'agit de documenter des vulnérabilités et de préparer des réponses dignes, solidaires et humaines. Merci. Merci. Y a-t-il une dernière question parmi les jurés? Là-bas, oui. Ouais. Alors, on doit arrêter de prendre sa voiture et manger des insectes? C'est ça votre plan caché? Bonne question. C'est ça votre plan? Merci. S'il vous plaît. Très bonne question. Merci, ça ira. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Oui, ce sera la question de trop. Hein. On va peut-être passer à la suite. Et enfin, aller dîner? Qu'en dites-vous, chers collègues? Oui, alors avant d'aller dîner, nous allons peut-être écouter les conclusions de M. Huchon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me disais qu'ils S'il vous étaient plaît, partis. laissez-le parler. Vous n'avez pas faim, vous? Si, moi, j'ai faim. J'ai rien mangé ce midi. Ça. Ça fait 6 heures que je suis là. Moi. Ouais. Pardon. Ça dure longtemps. Pas de problème. On vous écoute. Dans cette affaire, il me paraît important de vous dire que l'outil qui vous permettra de juger si c'est vrai ou si c'est faux, s'ils sont coupables ou innocents, à savoir votre cerveau, c'est une machine merveilleuse, mais c'est une machine qui a des biais. On appelle ça des biais cognitifs. Le premier biais qui a été particulièrement utilisé, il a même été cité par l'avocat général, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ça veut dire que quand on va vous proposer des idées, eh bien, vous allez assez naturellement épouser celles qui vont dans le sens de ce que vous croyez déjà. Et donc, qu'il va vous falloir produire un effort important pour rejeter une idée avec laquelle vous ne seriez pas déjà en accord. En gros, ça veut dire que si vous pensez, par exemple, que l'industrie pharmaceutique est un problème pour la société, eh bien, ce type de produit documentaire va effectivement vous plaire énormément. Le problème du biais de confirmation, c'est qu'en réalité, il nous empêche d'exercer à la fois notre libre arbitre et notre esprit critique. Il nous amène dans des croyances alors que nous devrions essayer d'utiliser notre réflexion. Des biais cognitifs, il y en a plein.
Et il y en a beaucoup qui jouent contre nous. Il y a un autre élément qui joue, c'est pas tant un biais cognitif que un constat sur la manière dont les idées produisent leurs effets sur nos cerveaux. On appelle ça l'asymétrie argumentative. Si les docteurs ici présents voulaient me convaincre de faire un acte médical, il faudrait qu'ils arrivent à lever 100% de mes doutes. Il faudrait qu'ils arrivent à me convaincre qu'il n'y a aucune forme de risque pour moi à pratiquer cet acte médical. Par contre, il suffirait à la personne qui n'est plus là, cette fameuse experte, multi-experte même, S'il vous plaît. de placer 1% de doute seulement dans mon cerveau pour que jamais je n'obéisse aux recommandations médicales qui sont pourtant basées sur des faits scientifiques établis. Cette asymétrie argumentative, eh bien, elle joue sur nos cerveaux. Elle joue sur nos cerveaux d'autant plus que le doute va générer de la peur et que la peur est bien souvent une mauvaise conseillère. Le dernier biais sur lequel je voudrais essayer d'attirer votre attention maintenant, avant de vous laisser trancher cette question, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, on peut aussi parler d'ultra-crépidarianisme. C'est le fait que quand on s'intéresse à un sujet, on a très rapidement l'illusion de le maîtriser. Alors qu'en réalité, on n'y comprend rien du tout. C'est ce qui se passe quand vous lisez, par exemple, le premier paragraphe de la fiche Wikipédia sur la physique quantique. Eh bien, vous êtes persuadé de maîtriser absolument tout ce que la physique quantique peut vous apprendre. Vous êtes tout en haut de cette courbe sur ce que les chercheurs ont baptisé la montagne de la stupidité. Ça ne veut pas dire que vous êtes débile, au contraire. Mais ça veut dire un truc qui est presque pire. C'est que vous avez l'impression d'être beaucoup plus intelligent que ce que vous n'êtes vraiment. Et du coup, eh bien, vous allez prendre la parole toute la journée pour en parler. Quand on va au-delà de ce premier paragraphe et qu'on lit le deuxième paragraphe sur la fiche Wikipédia qui concerne la physique quantique, on redescend immédiatement dans ce que les chercheurs ont baptisé la vallée de l'humilité. On comprend, bien entendu, que nous n'avons rien compris. À force de travail, d'obstination, d'effort, nous arrivons à remonter sur le plateau de la consolidation et à la fin à maîtriser potentiellement un sujet. Ouais, mais moi, j'ai pas confiance en moi. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas de confiance, il s'agit de savoir. Et c'est justement là, notre cerveau nous joue des tours. Comment les chercheurs ont découvert cet effet Dunning-Kruger? Sans m'étendre sur le sujet, je voudrais quand même vous raconter cette petite anecdote. Ils découvrent un fait divers aux États-Unis à la fin des années 90. Un homme, appelons-le Monsieur Johnson pour l'exemple, braque des banques. Il braque des banques à visage découvert. Au bout de la troisième, il se fait serrer par les flics et il ne comprend pas. On vient l'arrêter chez lui. Il dit « Mais comment m'avez-vous reconnu ?» Monsieur Johnson, vous braquez des banques à visage découvert. Il y a des témoins, des caméras de surveillance. Nous vous avons reconnu. Il dit « Mais non, c'est pas possible. Je m'étais enduit le visage de jus de citron. » Vous n'êtes pas très romantique dans cette salle. Vous avez oublié l'encre invisible. Mais oui, un petit peu de jus de citron, une plume. On la trempe dans le jus de citron, on écrit sur une feuille blanche, on l'approche d'une source de chaleur et le petit mot d'amour se révèle. C'était autre chose que ce que les étudiants de notre époque s'envoient en termes de dick pic, je préfère vous le dire. Il était en plein Dunning-Kruger, Monsieur Johnson. Persuadé de maîtriser la technologie subtile de l'encre invisible, il était sûr de s'être dissimulé. Les chercheurs découvrant cette histoire se regardent et disent Dunning. Oui, Kruger. Mais comment peut-on être aussi con? C'est ainsi qu'ils ont théorisé cet effet. L'effet Dunning-Kruger, nous en sommes tous victimes. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, surestimé nos propres compétences, surestimé nos propres savoirs, surestimé nos propres qualités. Et justement, dans ce documentaire qu'on vous a montré, eh bien, il y a des tartines de Dunning-Kruger. Alors que les médecins qui se sont présentés devant vous, les professeurs, les chercheurs,
eh bien, ils étaient perclus de questions. Ils n'arrêtaient pas de s'interroger. Ils n'avaient aucune certitude. Ils n'avaient comme certitude que le résultat de leurs études, que le résultat de leurs enquêtes, de leurs travaux, qui sont, eux, transparents. Contrairement d'ailleurs à ce documentaire dans lequel nous attendons toujours les sources. Nous attendons toujours les éléments qui nous permettraient de trancher. Et peut-être pour terminer sur cette question de la désinformation climatique. Quand on s'intéresse au sujet de la désinformation, il est bien souvent difficile de remonter au patient zéro, à celui qui a pour la première fois diffusé la théorie du complot. Dans certains cas, on y arrive. En l'occurrence, dans le cas de la désinformation climatique, c'est très clair. 95% des arguments climato-sceptiques qui circulent aujourd'hui ont été fabriqués de toutes pièces par des think tanks financés par l'industrie pétrolière et l'industrie automobile dès la fin des années 1970 aux États-Unis. Ce sont ces éléments fabriqués de toutes pièces qui créaient de faux scientifiques, qui fabriquaient de fausses études dans de faux centres de recherche, qui ont désinformé la planète et qui ont les conséquences que nous connaissons aujourd'hui sur le réchauffement climatique et sur notre incapacité à agir. Ne vous trompez pas. Les mensonges, les fake news et les théories du complot n'arrivent pas par hasard devant vos écrans. Elles sont fabriquées par des gens qui ont un agenda et qui y trouvent un intérêt. C'est justement parce que il ne faut pas laisser cet intérêt prendre le pas sur l'intérêt collectif que votre décision ce soir est fondamentale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Huchon. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Huchon. Là, nous écoutons maintenant Monsieur Demossia pour vos conclusions. Souno Demossia. Oui, bon. Mesdames et messieurs les jurés, j'avais prévu de longues conclusions pour finir cette audience, mais je vous parlerai avec mon cœur, en fait. Ce que nous venons d'entendre depuis 1h30, que ce soit à travers le reportage, ou les témoignages, ou les preuves habilement déguisées, ou les anecdotes subtilement dissimulées, ne fait que confirmer ce que nous savions déjà, ce que la vérité impose. Peu importe les concepts pompeux, peu importe les beaux discours, peu importe les preuves, on nous cache des choses, on nous ment, on nous bassine de grandes valeurs, on nous fait miroiter une meilleure santé planétaire. Pardon ? C'est vrai ! S'il vous plaît, laissons l'avocat général terminer son discours. Dans les faits, les actes de ces prétendues élites scientifiques trahissent tous leurs beaux engagements, leur recherche de simples écrans de fumée pour dissimuler des plans secrets. Soyons honnêtes, leur transversalité, une couverture bien commode pour masquer des agissements inavouables, et leur bénéfice pour la santé, soi-disant, rien d'autre qu'un prétexte fallacieux et toujours apocryphe pour imposer un contrôle social généralisé. S'il vous plaît. Le fameux projet Paris. Ai-je besoin de l'épeler ? Non, c'est bon. Je vais quand même le faire. P-A-R-I-S. Les prétendus éco-bénéfices ne sont qu'une façade, une mascarade, un masque, destiné à faire passer un agenda woke qui dicte vos vies, nos vies, à toute heure de la journée, à toute minute de chaque heure de la journée et à toute seconde de chaque minute de chaque heure de la journée. Bravo ! Sans que nous y prenions garde, les preuves sont là, irréfutables, mesdames et messieurs, le produit a été conçu, le rayonnement déployé et la population manipulée. L'organisation Crisis Veto, qui existe bien, opère dans l'ombre, et ses responsables doivent aujourd'hui répondre de leurs actes. La vérité éclate enfin, malgré les tentatives désespérées de la défense, pour semer le doute à coups de théories alambiquées que personne ne comprend. Soyons honnêtes. Oui. Ne vous laissez pas séduire, berner par ces alléchants discours pseudo-scientifiques. Regardez les faits. Oui. Dans toute leur brutalité, dans toute leur violence symbolique, psychique, physique. Le monde de 2084, un siècle
après 1984, si vous calculez bien. C'est vrai. Désertique, sous contrôle, et la preuve vivante du succès de ces élites. Je vous demande, par conséquent, et sans la moindre hésitation, mesdames et messieurs, j'en bafouille, pardonnez-moi, c'est l'émotion. Il n'y a pas de souci. De les déclarer coupables. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. La parole est maintenant à Maître Scoli pour ses conclusions. Merci, s'il vous plaît. Monsieur le Président. L'avocat général ne peut pas dire cela. Non. Ce procès n'est pas fondé sur la réalité, mais sur un reportage grotesque, un documentaire. Un épisode de science-fiction de série Z qui déforme la réalité à des fins purement sensationnalistes et dangereuses. Nous vous avons prouvé les travaux concrets, tangibles, positifs de chacune de ces personnes. Le professeur Cano, loin d'être corrompu, sauve des vies. Tous les jours, il sauve des vies. Ces découvertes ont permis des avancées majeures dans le domaine médical. Le professeur Tonazzo, une manipulatrice, ah, quel grand mot. Non, le professeur Tonazzo est astrophysicienne. Tous les jours, elle explore les mystères de l'univers, depuis les profondeurs de la Terre, certes, jusqu'à la clarté des étoiles lointaines. Grâce à elle, chaque jour, nous avons une meilleure compréhension de ce monde. Quant au docteur Géga et au docteur Depoux, des instigatrices d'un agenda woke. Oh, nous en avons eu la preuve dans ce documentaire. Conscientes des défis à relever face au changement climatique, chaque jour, elles œuvrent inlassablement à former la nouvelle citoyenneté de demain. Quant à M. Barrière et Mme Caussade, des recruteurs de cobayes. Quelle blague! Ils n'ont qu'un seul objectif. Un seul, retenez-le. C'est bien ça. Former les étudiants, les sensibiliser à l'activité physique et sportive afin de les rendre plus forts physiquement et mentalement. Mesdames et messieurs les jurés, nous parlons de l'Université Paris-Cité. Université Paris-Cité, forte de ses 68 000 étudiants, de ses 4 500 chercheurs et enseignants-chercheurs, de ses près de 3 000 personnels administratifs et techniques et de ses 117 structures et unités de recherche, n'est pas un centre de conspiration, non. Elle intervient largement, dépassant ses simples missions de recherche. Elle joue un rôle primordial pour former, sensibiliser, transmettre et pour relever les grands défis de notre temps. D'ailleurs, c'est ce qui fait d'elle la première université française par taux de citation par article et la 60e mondiale au classement de Shanghai. Mesdames et messieurs les jurés, il n'y a à défendre ici que le bon sens contre l'invention pure et dure d'une organisation malhonnête. Mesdames et messieurs les jurés, mes clients sont des personnes comme vous, comme moi. Je vais vous faire une confidence. Ils ont à peu près le même âge que moi. Et peut-être que comme vous, comme moi, ils sont pères, ils sont mères. Et peut-être que, comme vous, quand vient le soir et qu'ils remontent la couverture sur la joue de leur enfant, pour ce dernier petit baiser de tendresse, pour ce petit moment de bonheur suspendu, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs les jurés, c'est ce qui fait que ces personnes se lèvent chaque matin, c'est ce qui motive ces personnes à rendre notre monde meilleur. Ce n'est pas un complot, non, c'est de la science au service de la société, de la science au service de l'humanité, de la science au service de notre planète. Mesdames et messieurs les jurés, je vous exhorte à faire triompher la raison. Seul rempart contre la peur
et les conspirations. Je vous remercie. Bravo. Merci, maître. Merci. Nous arrivons au terme de ce procès. Nous allons maintenant procéder au vote. Mesdames et messieurs les jurés, c'est à vous de trancher. Si vous levez la main, vous votez non coupable et toutes les charges seront abandonnées. Si par contre d'aventure vous décidez de ne pas lever la main, alors votre voix sera comptabilisée comme un vote coupable. C'est à vous. Non coupable. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les témoins, toutes les charges sont abandonnées. La Cour vous remercie. J'invite maintenant le président de l'Université Paris-Cité, M. Édouard Kaminski, à venir commenter à chaud cette décision de justice qui vient d'être prise. Monsieur le Président, vous avez... Combien on lui donne? 3 minutes maximum. Bonsoir. Donc déjà, c'est un soulagement, parce que un vote contraire aurait marqué la fin de mes fonctions. Alors moi qui aurais toujours rêvé d'être un artiste, je voulais venir avec une robe professorale, faire des effets de manche. On m'a dit non, ton seul rôle, ce sera les fonctions de président. Donc bon, je vais vous dire 3 mots. J'espère que vous avez apprécié cette soirée placée sous le signe de la santé planétaire, qui est la signature de notre université. Donc planète en bonne santé, des êtres vivants en bonne santé, des sociétés en bonne santé. J'espère qu'elle vous aura donné à découvrir, à comprendre certains aspects de nos recherches, qu'elle vous aura donné à réfléchir et puis je crois aussi à rire d'après ce que j'ai entendu dans le public. On vous aura présenté des sujets qui nous tiennent à cœur. Vous avez vu que nos enseignants-chercheurs et nos chercheurs sont des magiciens qui arrivent à repositionner des molécules pour sauver des enfants, des magiciennes qui utilisent des particules extrasolaires pour étudier l'intérieur de notre planète, et puis des magiciens qui font du sport, ce vecteur de santé universelle qui permet à nos étudiants et à nos personnels de se bouger et d'être en meilleure santé. Donc c'était vraiment une très belle illustration de ce que porte comme message notre université, une recherche d'excellence qui fait l'effort de se tourner vers le public, qui fait l'effort de se tourner vers la société. C'est tout le sens de l'action Science avec et pour la société qui est portée par notre vice-président culture, sciences et société, Sylvain Chatti. Donc j'en profite pour remercier Sylvain, pour remercier l'ensemble des collègues de l'université qui se sont prêtés à ce jeu avec conviction, remercier Samia Seri et l'ensemble des équipes de la communication qui nous accompagnent sur cet événement. Merci à Monsieur Huchon, merci au groupe Gepetto, au groupe de théâtre et puis aux metteurs en scène. Merci surtout à vous d'avoir fait l'effort d'être là ce soir en dépit des mouvements sociaux. Une société en bonne santé, c'est une société qui sait réfléchir, qui sait se projeter. Et j'espère vraiment que vous aurez été convaincus ce soir que c'est la science qui permet à nos sociétés de se projeter vers un avenir radieux. Merci à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je déclare la séance levée.